Salut à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YohanDev. Cette semaine, je vais vous raconter une drôle d'aventure qui m'est arrivée la semaine dernière. Pour une raison tout à fait personnelle, je voulais savoir si un certain nombre de champs autour de chez moi étaient en agriculture biologique. Alors évidemment, je suis allé très rapidement sur des sites qui nous proposent déjà tout pré-mâché l'information. On n'a plus qu'à taper une adresse et aller regarder les parcelles autour de chez nous et voir si elles sont cultivées en agriculture biologique. Mais vous vous en doutez, je ne me suis pas arrêté là. J'ai voulu comprendre comment cela fonctionnait. J'ai voulu, moi aussi, essayer de manipuler des données géographiques. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir un petit peu cet univers. Et donc, ce qui devait durer 5 minutes au départ s'est transformé en une exploration d'un domaine que je ne connaissais pas pendant 1 heure, 2 heures, peut-être 3 heures. Et je me suis beaucoup amusé et du coup je me suis dit que c'était un sujet idéal pour en faire une vidéo pour la chaîne. Donc je vais partager avec vous mes très maigres connaissances. Je suis absolument pas connaisseur de ça, mais voilà, comme je me suis amusé avec ça et qu'après tout on est sur YouTube, on n'est pas au boulot, on est là pour se détendre aussi, on peut coder en se détendant, donc je vous partage sans prétention aucune les quelques petits trucs que j'ai découverts et qui m'ont bien intéressé lors de cette découverte. Allez, on est sur YouTube, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, Bref, allez, pas la peine d'en dire plus, on peut basculer tout de suite en mode tuto et on va pouvoir comme ça tranquillement commencer notre découverte. Pour ma découverte, il a fallu bien sûr que je trouve le fichier source, celui qui allait nous intéresser et qui allait, nous permettre d'accéder à ces données. Voilà, je vais trouver mes mots. Il s'avère que sur le site data.gouv.fr, il y a un jeu de données qui s'appelle Parcelles en agriculture biologique déclarées à la PAC. Donc la PAC, ça veut dire politique agricole commune. Et donc, on peut télécharger un jeu de données. Donc ici, on a plusieurs années. Moi, j'ai téléchargé l'année 2021 et je l'ai pris au format GeoJSON. Il y avait d'autres formats, mais c'est celui-ci que j'ai exploré. Pourquoi? Je ne sais pas, j'avais envie de manipuler du GeoJSON. Donc, j'ai téléchargé ce fichier-là qui fait... donc là, il est compressé, il fait 380 mégas, mais une fois décompressé, il fait plus de 1 giga 6, je crois, quelque chose comme ça. Donc, j'ai créé un répertoire dans lequel j'ai stocké ce fameux fichier. D'ailleurs, je vais vous montrer combien il pèse. Hop, si on fait un ls comme ça, vous voyez qu'il fait 1,6 giga. Donc un très gros fichier qu'on ne peut pas consulter comme ça juste en l'ouvrant. Ça n'a absolument aucun sens. Si je l'ouvre dans VS Code, vous voyez que VS Code il me dit non, c'est pas la peine. Je suis incapable de l'ouvrir et c'est bien normal. Donc on va pas tenter de l'ouvrir comme ça et on va essayer un petit peu d'être malin. Comment est-ce qu'on va faire pour être malin? C'est qu'on va s'ouvrir à un moment donné une base de données PostgreSQL. Pourquoi PostgreSQL? Parce que PostgreSQL propose une extension, on peut dire ça comme ça, oui voilà, une extension qui permet de faire fonctionner très facilement les données géographiques. On appelle ça PostGIS. Et donc c'est très pratique parce que ça permet de manipuler de manière très efficace des données géographiques et c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc pour ça, il va nous falloir un petit Docker Compose. Vous le savez, moi j'aime bien faire des fichiers Docker Compose. Ça permet très facilement de se monter une petite base de données ici. Et puis on va se faire une base de données avec un PostGIS. Allez, ce qu'on va faire, parce qu'on est malin et parce qu'on est joueur, on va demander à ChatGPT de nous générer le Docker Compose, parce que c'est très pratique pour ça. Donc on va lui dire, génère-moi un Docker Compose PostGIS / PostGIS, je crois que c'est comme ça, PostGIS, l'image elle s'appelle comme ça, exposée sur le port, on va prendre le port par défaut 5432, ok, et avec le mot de passe, le password, on va mettre mypassword, voilà, on va lui demander ça, hop, est-ce qu'il va être capable de nous le générer tranquillement? Alors je dis le 54-23 et c'était le 54-32 que je voulais, mais c'est pas très grave.
Voilà, moi je trouve que c'est pratique pour ce genre de choses. Alors là, il nous propose une image MD Lyon. Moi j'aime bien utiliser PostGIS. On va légèrement le modifier. Mais voilà, ça permet d'avoir eh bien, tranquillement un petit, comme ça, un petit Docker Compose très rapide. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Hop, on va le mettre ici. Voilà, sauf que moi, c'est pas cette image que je veux. Je veux l'image PostGIS. PostGIS sur le port 5432, mot de passe, my password. OK. Donc là, on s'est tranquillement généré un petit Docker Compose. On va le démarrer tout de suite. On va faire un Docker Compose up-d. Il a démarré la base de données, c'est parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y connecter avec un utilitaire qui permet de se connecter à des bases de données qui s'appelle Dbeaver, qui est un outil que je vous conseille très très fortement parce qu'il est vraiment très très pratique. Hop, je vais juste fermer ce qui ne nous regarde pas pour aujourd'hui. Ok, tac, tac, tac. Je me déconnecte ici, je fais supprimer. Hop, voilà. Donc ici, nous avons le logiciel Dbeaver. On va créer une nouvelle connexion. On va choisir PostgreSQL. Parfait. On est sur le localhost, sur le port 5432. C'est parfait. Le user de base s'appelle bien Postgres. Ça ne change pas. Et le mot de passe, eh bien, c'est celui qu'on a mis dans notre Docker Compose. C'est myPassword. Je vais faire test connexion. Hop, ça fonctionne bien, pas de souci, on peut faire terminer. Et donc là maintenant, je peux me connecter. Vous allez voir que, alors pas administrateur, mais si je vais dans Database, Postgres, Schéma, pas de souci, j'ai bien mon public ici. Donc je peux aller voir les tables, il n'y a pas de souci, tout fonctionne bien. Vous voyez que je n'ai rien à faire. Automatiquement, j'ai pu me connecter. Donc on va pouvoir après aller explorer un petit peu tout ça parce qu'on va essayer d'injecter toutes les données du fichier qu'on a téléchargé sur le site de l'État, donc les 1,7 giga de données, on va essayer de les injecter dans la base de données. Alors, on pourrait écrire un script compliqué pour le faire, on pourrait faire plein de choses un petit peu compliquées pour le faire. Il s'avère qu'il existe un outil extrêmement pratique en ligne de commande qui va nous permettre de faire ce travail-là. Cet outil, il s'appelle OGR. Donc là, je vais copier-coller la commande, je vais la mettre dans le shell et on va évidemment l'expliquer ensemble. Hop, je colle la commande. Donc, c'est un petit outil que vous pouvez installer. S'il n'est pas installé sur votre poste, vous trouverez facilement la documentation. OGR to OGR. Et ensuite, on lui passe un certain nombre de paramètres. Le premier, "-f", on lui explique le format de base de données vers lequel on doit aller. Donc là, je lui dis c'est du PostgreSQL. Ensuite, on lui donne finalement la chaîne de connexion. Donc, je lui dis ton notes, c'est localhost, ton user, c'est Postgres, ton mot de passe, c'est myPassword, ta base de données, elle s'appelle Postgres, c'est la base par défaut, ok. Ensuite, on lui donne le nom du fichier, ici, et enfin, on lui dit balance-moi tout ça dans une base qu'on va appeler table name, mais on pourrait l'appeler bio, ça serait plus intéressant. Voilà. Et en tapant simplement cette commande, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Ça va prendre le fichier et ça va injecter les données dans une base de données directement. Donc là, je lance la commande, ça va prendre un certain temps puisque le fichier est quand même relativement conséquent. Il y a beaucoup de lignes à injecter dans la base de données, mais vous allez voir qu'au bout de quelques secondes, peut-être une minute, on va avoir directement nos données disponibles dans la base de données PostgreSQL. Donc déjà, rien que ça, je trouve ça complètement fou d'y arriver aussi vite. Avec finalement une ligne de commande vraiment très simple, très basique. Donc là, bon voilà, comme je vous le disais, il faut patienter tranquillement, le temps qu'il fasse, à mon avis, 1, la lecture du fichier, 2, qu'il aille injecter ça dans la table, et la table, elle va s'appeler bio. Donc là, on va attendre tranquillement qu'il nous fasse son retour, ça va prendre quelques secondes. Donc évidemment, tout ce que je vous dis là est facilement documenté, disponible depuis très longtemps sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui sont des experts dans la manipulation de données géographiques. Moi, c'est vraiment un domaine que je ne connaissais pas du tout, ou alors uniquement les grands concepts de très très loin. Et c'était une façon de rentrer un petit peu, de découvrir un petit peu tout cet écosystème. Et je vous invite vraiment, quand vous avez quelque chose comme ça
un domaine que vous souhaiteriez comprendre un peu mieux, de prendre un besoin personnel. Moi, voilà, j'avais besoin de découvrir les champs bio autour de chez moi. Alors certes, il y a des solutions qui le font en automatique, mais voilà, en faisant ça, ça permet de rendre ludique un apprentissage. Donc là, ça y est, vous voyez que la ligne de commande a terminé. On va aller voir dans notre outil des beavers. Ici, on va rafraîchir. Hop, et on a bien une nouvelle table qui fait son apparition et qui s'appelle Bio ici. Donc elle a un certain nombre de colonnes. Hein. Donc ça, c'est les colonnes qu'on récupère du fichier de l'État. On a ici le millésime, est-ce que c'est bio, le code de culture, le libellé de culture, le groupe de culture, la surface en hectares et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est la data de type géométrie et qui stocke les données géométriques des parcelles qui sont en agriculture biologique. Donc là, on peut consulter les données sous forme de tableau. Et ce qui est vraiment cool avec des beavers, c'est qu'il y a une visualisation spatiale. Et donc là, tout de suite, alors là, il le fait uniquement sur un jeu de données réduit, parce qu'il ne charge pas toutes les données. Mais vous voyez qu'on peut déjà consulter un certain nombre de données. Vous voyez qu'on a accès, on a bien accès aux parcelles. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Et vous voyez que voilà, ça y est, les données sont bien présentes. Alors on peut peut-être essayer d'augmenter un petit peu ici, si je mets 2000. Ok, et que je fais un F5. Est-ce que je vais en récupérer plus? Ouais, voilà, j'en récupère un petit peu plus ici. Donc là, on récupère déjà des données de parcelles, de champs qui sont en agriculture biologique. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Vous voyez qu'on peut, comme ça, en quelques secondes déjà, commencer à manipuler et avoir les parcelles cultivées en agriculture biologique. Et puis là, si on clique, on a évidemment accès vous voyez, à toutes les données qui nous sont fournies par l'État. Donc ça, c'est premier point, c'était alimenter la base de données. Donc là, c'est bon, on a une base de données. Il y a je ne sais pas combien de lignes, il y en a vraiment beaucoup. Attendez, on va essayer de voir combien est-ce qu'il y a de lignes là-bas dedans. On va se faire une petite... hop, peut-être je peux faire comme ça. Ouais, voilà. On va se faire un select count étoile from. Et elle s'appelait comment? L'autre table, c'était une bio, tout simplement. Ok. On a 1 200 lignes dans notre base de données. Donc vous voyez que la ligne de commande, elle a quand même permis très facilement d'aller injecter ces 1 million de données en base de données. Donc c'est quand même vous dire à quel point les bases de données sont quand même très performantes. Là, on utilise PostgreSQL. C'est une base de données qui est vraiment performante. Vous pouvez y aller sur les données, vous pouvez charger la mule. C'est des outils qui sont faits pour encaisser des forts volumes de données. Donc si vous avez des petits projets avec, je sais pas, des tables qui ont 1000, 2000, allez, 10 000 lignes, c'est que dalle pour les bases de données. N'ayez pas peur avec ça. Il n'y a absolument aucun souci. Donc j'en étais arrivé à cette étape-là où j'ai inséré les données dans la base de données. Première étape méga cool et je me suis dit, mais maintenant, comment est-ce que font les sites web pour afficher les données? Et je me suis dit, c'est pas possible qu'on aille récupérer d'un coup le million de lignes et qu'on les balance sur une carte. C'est évident que tout va exploser en route, tout va dysfonctionner, c'était une certitude. J'ai fait mes petites recherches et je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait utiliser ce qu'on appelle un serveur de tuiles. Donc là, hop, je vais vous montrer celui que j'ai testé et que j'ai expérimenté. Un serveur de tuiles, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de vous créer des endpoints spécifiques dans un format particulier, donc un format, je pense qu'il doit s'appeler PostGIS-Vector ou un truc comme ça. Bon bref, j'imagine, je n'ai pas creusé plus. Les experts, venez dans les commentaires nous expliquer. Ne venez pas me gronder, je ne suis pas spécialiste, mais s'il y en a parmi vous qui sont spécialistes, venez dans les commentaires, précisez tout ça. On va se régaler à lire vos explications. Mais en tout cas, un serveur de tuiles, ça va permettre à un utilitaire comme un utilitaire en JavaScript, par exemple, d'aller lui dire, écoute, donne-moi dans cette zone géographique les éléments que tu vas me fournir. Et comme ça, on n'envoie pas toute la totalité et on n'envoie que des petits morceaux, des tuiles, et on les envoie en fonction de ce qu'on va demander dans notre affichage sur un site web, par exemple. Ça permet, entre guillemets, de streamer ou d'envoyer par petits blocs, par tuiles, les éléments qui pourraient intéresser l'utilisateur qui est en train de naviguer sur votre carte et qui veut consulter les éléments.
Donc là, moi j'ai trouvé celui-ci qui s'appelle Martin, qui est un petit utilitaire écrit en Rust et qui est très très simple et très efficace. Vous allez le voir. Donc on va lire la petite doc, on va se faire le petit installation ici. Comment je l'avais téléchargé, je ne me rappelle plus comment je l'avais téléchargé. Voilà, c'est ici. On avait ça. Hop, on va se faire copier l'adresse du lien. Hop, on va se le télécharger dans notre petite... Hop, notre petit répertoire. Ok, il est en train de le télécharger. Nickel. Et ensuite, on va lui demander de le décompresser. Donc bah, là, ça tombe bien, j'avais déjà fait la manip avant. Donc on fait un tar-xzvf, le nom du fichier. Voilà, et là désormais, on a, si on retourne dans notre petit VS Code, on a un fichier exécutable qui s'appelle Martin ici. Donc il va falloir le rendre... où est-ce qu'on peut le lancer comme ça? Attendez, peut-être qu'il n'y a même pas besoin de le lancer en exécutable. Je vais juste le lancer comme ça, Martin. Ouais, si c'est bon, nickel. Voilà, donc désormais on a un petit exécutable qui s'appelle Martin, ok, et qui va... C'est très simple, on va le lancer, on lui donne le nom de notre base de données, avec tous les éléments de connexion à la base de données, et lui, il va nous fabriquer un endpoint automatique qui va faire serveur de tuiles. Il n'y a quasiment rien d'autre à faire, et ça, c'est complètement fou. Donc, hop, on va lancer Martin. Moi, je mets la chaîne de connexion à notre base de données. Donc, nous, c'est quoi? C'est déjà, on précise que c'est une base de données Postgres. On lui met le nom d'utilisateur, Postgres, le mot de passe, password, arrobase, le nom du serveur, localhost, et comme j'ai gardé le port par défaut, je ne le précise pas, et enfin le nom de la base de données Postgres. Je fais ça, et automatiquement, vous voyez qu'il m'a dit, bah ok c'est bon, j'ai bien démarré un serveur de tuiles qui est disponible sur le port 3000/index.json. Donc là, nickel, j'ai tous mes endpoints. Alors lui, il expose plein de trucs, mais si on cherche bio dans tout ce bazar, on va trouver effectivement ici notre endpoint spécifique qui va exposer nos tuiles de notre table bio, celle qu'on a mis à disposition tout à l'heure. Donc là, vous avez vu, en une seule ligne de commande, on a lancé un serveur de tuiles qui est prêt à nous servir les millions et les millions de lignes qu'on a mis dans notre base de données. Il ne nous reste plus qu'à créer notre petite page web qui va s'occuper d'utiliser ce serveur de tuiles. Pour ça, vous allez voir, on va utiliser une base... je vais y arriver. On va se créer une page web, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous voyez, voilà, j'ai fait une petite base toute simple. Et on va l'ouvrir ici. Hop, je lui dis, ouvre-le dans un live server. Ok, là j'ai ma petite page web. Maintenant, on va faire des choses dans cette petite page web. On va utiliser, si on va sur notre ami, le site de Martin, ici, Martin il est là, il nous explique qu'on peut l'utiliser avec plein d'outils, avec MapLibre GLJS, avec Leaflet, avec etc., etc. Nous, on va utiliser Leaflet parce que c'est un outil que moi personnellement, je connais plus que les autres. Donc, on va aller voir la doc de Leaflet pour voir comment on installe Leaflet, tout simplement, sur un projet. Donc, on va aller sur la documentation. Parfait. Tutoriel. Est-ce qu'il y a un Leaflet Quick Start? Nickel. Première chose, ils nous disent de mettre le style CSS dans la partie Head. Donc, on va rajouter, hop, ici, le CSS. Parfait. Nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous demandent de faire? On va voir la doc, ils nous disent, bon ben voilà, ici, après avoir inséré le CSS, allez ajouter ici, hop, le JavaScript. Donc, on va rajouter la petite librairie JavaScript, ok. Et ensuite, ils nous disent, eh bien, vous pouvez vous créer une div qui s'appelle map ici et qui permet, de stocker, de recevoir la carte que vous allez générer avec Leaflet. Ok. Donc là, hop, on va se rajouter ça. Alors moi, je vais juste lui mettre une taille ici en 1920 par 1080. Comme ça, on aura quelque chose qui prendra la totalité de notre page. Donc là, est-ce que déjà il fait quelque chose? Non, pour le moment, il ne fait rien. Ok. Ensuite, on descend et là, il nous propose de faire un certain nombre de déclarations pour déclarer notre map. Donc nous, on va faire ça. Hop, on va faire ça. Attendez, je regarde ma doc. Ok, on va rajouter un script. Hop, en plus, parce qu'on va en avoir besoin.
Alors ça, vous l'aurez trouvé dans la documentation. Attendez, je vais mettre un peu en forme, ça ne ressemble plus à rien. OK. Donc on va toujours dans la partie aide, rajouter un autre script. Celui-ci, c'est une extension à Leaflet qui permet d'utiliser des serveurs de tuiles et avec des représentations de type vectorisé, de type vector grid. Donc là, on rajoute la petite extension, entre guillemets, à Leaflet. OK, ça, c'est nickel. Ensuite, dans notre body, ici, on va pouvoir désormais, maintenant, eh bien, faire fonctionner notre petit Leaflet. Donc là, je vais vous copier-coller le script complet, hop, histoire que on ne perde pas de temps sur l'écriture du script, et on va l'expliquer après, hop, comme ça. Donc là, je vais juste aller voir si ici, il se passe quelque chose. Oui, c'est nickel. Donc, hop, on va peut-être fermer ça là, c'est nickel. On a créé notre div qui va recevoir notre map. Ok, jusque-là, tout va bien. Ensuite, première chose à faire avec Leaflet, c'est qu'on crée ici quelque chose qu'on appelle map. Et on lui dit, écoute, donc Leaflet, lui, il est accessible sur L majuscule. Hein, ça, c'est Leaflet, il est comme ça. On lui dit, la map, tu vas me la mettre dans la div qui s'appelle map. On pourrait mettre Toto, ça marcherait bien. Et on peut lui dire aussi la localisation sur laquelle il doit être par défaut lorsqu'on charge la page et le niveau de zoom. Donc là, moi, j'ai mis une localisation. Alors, je ne sais plus où est-ce que c'est exactement. Valréas, dans le sud de la France, là, ok. Et un niveau de zoom de 50. Et ensuite, on va mettre ce qu'on appelle un layer. Un layer, c'est quoi? C'est un fond de carte. C'est ici, vous voyez, le fond de carte que vous voyez apparaître. C'est un fond de carte OpenStreetMap. Et donc là, bien justement, on utilise un layer fourni par OpenStreetMap. Vous retrouvez toute cette documentation sans aucun souci sur la doc de Leaflet et plein d'endroits sur Internet. Moi, j'utilise les fonds de carte OpenStreetMap. Il y en a d'autres. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'avoir d'autres fonds de carte, d'autres styles de fonds de carte, il y en a plein. Et ensuite, hop, on va créer ici ce qu'on appelle donc un vector grid. Très précisément, la raison pour laquelle on a installé la petite extension Leaflet vector grid. Donc, on crée un vector grid et là, eh bien, regardez, cette doc là, regardez d'où elle provient. Tout simplement, elle provient de la doc de Martin. Et vous voyez qu'ici, il nous l'avait dit, hein, installer Leaflet Vector Grid, ce qu'on a fait. Et ensuite, c'est bien, on n'a plus qu'à faire tout ça. Donc, on crée une entrée qui s'appelle protobuf, dans laquelle on met le endpoint qui nous intéresse. On va en reparler juste après. Et enfin, on peut styliser, entre guillemets, l'espèce de layer qui va venir afficher nos différentes parcelles. OK ? Donc, dans notre cas, on est bien sur notre serveur de tuiles qui est sur localhost 2.3000. Et ensuite, il faut juste lui indiquer le chemin de notre table. Donc, nous, on est dans le schéma public de la base de données PostgreSQL, point, et elle ne s'appelle pas table name, mais elle s'appelle bio. OK ? Et ensuite, ici, le zxy.pbf, ça, on le laisse et c'est automatiquement Leaflet qui va venir transformer tout ça en fonction des coordonnées géographiques. C'est exactement la même chose ici, vous voyez, et c'est un standard qui est partagé par tous ceux qui font des serveurs de tuiles de cette manière. Comme ça, au moins, pas de souci, pas de problème, ça fonctionnera toujours pareil. Ensuite, on lui passe ici, hop, on lui redit que c'est public bio, on peut choisir les couleurs, etc., etc. Et surtout, on lui dit, et ajoute-moi ça à la carte. Et là, si on va voir notre petite map, regardez la magie, ça y est, on a nos parcelles qui apparaissent sur la carte. Et donc là, c'est vraiment, vraiment génial. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va s'ouvrir, hop, la petite console. On va se mettre en mode réseau pour voir ce qui se passe. Et on va, hop, recharger la page. Pardon, je voulais me mettre en mode réseau ici. Hop, on va se mettre juste sur les requêtes et on va le vider. Et vous allez voir que dès que alors, je dézoome, ça veut dire que ça va chercher des nouvelles tuiles. Et vous voyez que ça fait plein d'appels à chaque fois pour aller chercher les tuiles. Et regardez, dès que je dézoome, hop, ça va en rechercher plein. Donc ça, c'est vraiment génial. Et dès qu'on le déplace, et en fait, c'est uniquement à ce moment-là que Leaflet va chercher les données. Donc regardez, si je resupprime ici et que je me déplace, vous voyez, boum, il va chercher les différentes tuiles et il ramène les informations à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment très très cool, vous voyez. On peut se balader comme ça et on peut consulter vraiment
quasiment à l'infini les différentes parcelles qui sont dans notre base de données. Rappelez-vous, il y a plus d'1 million de parcelles qui ont été saisies. Alors on peut dézoomer. Alors évidemment, là, ça commence à devenir assez chargé. Mais vous voyez que ça fonctionne bien. Notre serveur de tuiles fait le boulot parce que, eh bien, il est là, tranquillement, à nous servir tout ça. Et vous avez vu, on l'a lancé en une seule ligne de commande. Et regardez, si je le kill, pour vous montrer évidemment qu'il est très important, eh bien là, vous voyez, il y a un problème. Là, il y a le serveur de tuiles qui ne répond plus et donc on n'a plus accès aux parcelles. Et à partir du moment où je vais le relancer ici, dès que je vais dézoomer, boum, c'est bon, c'est reparti. On n'a absolument plus rien à faire, ça se fait tout seul. Donc on pourrait améliorer tout ça, on pourrait faire en sorte que lorsque je clique sur une parcelle, j'ai accès aux informations du type de culture qu'il y a sur cette parcelle, etc. etc. mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet, c'était surtout de vous montrer quel a été mon cheminement. Au départ, je suis parti d'un besoin simple d'aller consulter une information sur quelque chose autour de chez moi. Et j'ai eu l'information en à peine 5 minutes. Il y a des sites qui font ce travail que je vous montre là, mais bien mieux que moi, avec bien plus de données agrégées. Très intéressant. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est cool leur interface, comment ils ont fait, comment ils en sont arrivés là. Tiens, j'aimerais comprendre un petit peu l'arrière-boutique pour essayer, moi aussi, de reproduire ça. D'ailleurs, je crois que c'est quand on va sur la page de datagouv.fr, ici, vous avez les réutilisations qui sont faites. Et donc, moi, j'étais allé voir Cartobio. Voilà, c'est celui-ci que j'ai utilisé, Cartobio. Et on peut aller voir, du coup, des gens qui ont poussé la réflexion beaucoup plus loin que moi, évidemment. Comment je peux faire pour voir la carte tac, tac, tac. Sur mon territoire. Alors, c'était peut-être pas celui-ci, attendez. C'était peut-être Agence Bio. Ouais, ça doit être celui-là, je pense. On va aller voir le site Agence Bio. Voilà. Hop. Il est où le site web Agence Bio? Ok, ils sont sympas, mais comment j'y vais dessus? Parce que je vais vous montrer en fait le site que j'avais vraiment utilisé au départ. Hop, on va faire comme ça. Ça ira très bien. Hop. Est-ce que leur site fonctionne? Peut-être pas. Peut-être que leur site ne fonctionne pas. Ok. Je refuse. Hop. Ok. Découvrir le bio. Et je crois qu'il y avait une carte. Alors, je ne sais pas où est-ce que va être nos outils. Carte au bio. Voilà. C'est là. Et c'est là. Voilà. Cartobio.org. Ouais, bah si, c'est ça. Ouais. Eh bien, comment j'avais réussi à... J'avais réussi à l'utiliser, mais écoutez, je ne sais plus comment je suis arrivé jusqu'à l'utilisation de la carte. J'ai l'impression qu'on ne peut plus y accéder. Bon, bref, on va pas y passer. Ah voilà, accéder à l'outil Cartobio. Voilà, nickel. Donc là, évidemment, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus performant. D'ailleurs, quand on dézoome, c'est beaucoup plus grossier. Puis dès qu'on zoome un petit peu, les tuiles sont beaucoup plus précises, évidemment. Et puis quand on clique ici, on a accès aux données qui sont fournies. Donc, évidemment, ils sont allés beaucoup plus loin. Évidemment, c'est beaucoup plus précis. Ceci dit, on peut quand même essayer de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du réseau. Vous allez voir que c'est exactement le même principe ici. Dès qu'on dézoome, on a un serveur de tuiles qui répond. Et vous voyez, d'ailleurs, regardez, ce qu'on peut faire, on va ruser un petit peu. Regardez, on va essayer d'utiliser leur serveur de tuiles à eux. Ok. Est-ce que c'est du PBF à la fin? Oui, regardez. On va essayer juste pour que vous voyez que c'est quelque chose d'assez standard, entre guillemets. Donc là, on va modifier notre serveur de tuiles à nous. On va mettre leur serveur de tuiles à eux. Et donc là, logiquement, notre petite page, elle est ici. Est-ce qu'elle continue de fonctionner? Peut-être pas. Ils ont peut-être bloqué ça. C'est possible qu'on ne puisse pas l'utiliser. Hop. Ouais, c'est peut-être pas si simple. J'ai peut-être pas le droit de l'utiliser. Il vérifie ça, c'est bien possible. J'ai pas de réponse. Not found. Ok, bon.
On pourrait essayer de creuser un petit peu pour comprendre comment ça marche, mais vous avez compris le principe, hein, ça reste un principe qui est assez simple. Une fois qu'on a compris les tenants et les aboutissants, moi ce que je pense, c'est que eux, quand on dézoome, ils ont un système qui gère un niveau de détail plus ou moins important et que dès qu'on arrive à une certaine distance, on a beaucoup moins de détails, ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger. On peut se balader dans les années aussi, ça c'est assez cool ce qu'ils ont fait. Et on a même accès, hein, si on veut, filtrer par culture. Donc là, ils ont vraiment un truc qui est génial. Donc voilà, vous voyez ce qu'on peut faire. Ce que je vous ai montré, évidemment, est beaucoup moins complet que ce qu'eux, ils ont fait. C'est normal. Mais ça, vous avez vu, on a mis une trentaine de minutes à le produire. Donc vous imaginez bien qu'avec des gens dont c'est la spécialité, avec du temps, avec des moyens, ben on peut faire des trucs vraiment super sympas en cartographie. Donc moi, c'est quelque chose que je vais personnellement continuer de découvrir parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, la cartographie. Et comme je vous le disais, hein, s'il y a des experts parmi vous, ben, n'hésitez pas à venir, eh bien, dans les commentaires nous donner les bonnes astuces, les bonnes petites choses à savoir pour utiliser la cartographie. Et bah écoutez, on est arrivé à la fin de cette vidéo, elle était très courte, mais j'avais envie de partager voilà, cette petite digression que j'ai eue la semaine dernière, en partant de quelque chose de très bête, qui m'a pris 5 minutes, et puis je me suis dit, ah, comment c'est fait en arrière-plan, ça a l'air super intéressant, j'ai beaucoup aimé l'outil. Allez, on regarde comment c'est fait, ça peut toujours être utile d'avoir ces petites connaissances, même si elles sont très parcellaires au départ, au moins ça nous permet facilement de se situer un petit peu et le jour où on aura un vrai projet sur le sujet, ben voilà, on pourra se remémorer ce qu'on avait fait et on pourra gagner un petit peu du temps. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, ça coûte un clic, alors faites-vous plaisir. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous un excellent week-end, une bonne journée, une bonne nuit, peu importe le moment où vous regardez. Prenez soin de vous et des autres, c'est très important. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!